Donc ça y est, le webinaire sur le label 6PS, 6PL démarre. Donc nous avons la chance aujourd'hui d'avoir Anthony et Bruno qui sont nos animateurs qui vont nous présenter ce label qui n'est ni du 1, ni du 2, ni du 3, ni du 4, ni du 5PL, mais du 6PL et ils vont nous expliquer pourquoi. Et donc j'en profite quand même pour dire que c'est l'association Alpe Supply Chain qui organise ce webinaire et qui essaie de trouver des experts dans leur domaine pour partager des sujets passionnants et les partager librement. Voilà, donc il n'y a pas de velléité commerciale derrière, il y a juste une intention de partager des choses d'experts entre nous pour pouvoir s'emparer des sujets et peut-être en faire un beau projet pour vous dans l'entreprise. Donc je vais laisser Anthony et Bruno se présenter, démarrer la présentation comme ils le souhaitent. Je vous rappelle, vous avez le chat pour poser vos questions. Vous pouvez aussi ouvrir vos micros quand c'est nécessaire pour poser une question et interrompre nos animateurs. Très bien, parfait. Ben, merci beaucoup. Donc bonjour à tous. Déjà, je me présente rapidement. Donc Anthony Gojou, chef de projet en transition écologique numérique. Également, j'ai récupéré l'axe RH formation chez Logistics and Normandie. Donc Logistics and Normandie, qui est la filière de la logistique en Normandie, l'équivalent au final de Alpes Supply Chain dans votre région. Donc, je voulais vraiment remercier Jean-Baptiste aujourd'hui pour justement nous avoir permis de venir vous faire découvrir le label, de justement aussi un peu briser les frontières régionales, puisque voilà, nous on est connus en Normandie, mais c'est bien aussi de partager entre régions les différents dispositifs qui peuvent vous être proposés aussi ailleurs. Bruno, je te laisserai si tu veux te présenter juste après, puisque du coup, tu as une petite slide toi, pour te présenter, donc on pourra voir ça juste après. Juste, je vais remettre un petit peu en contexte donc le label 6PL qui va vous être présenté. Donc, faut savoir que c'est LSN qui est convaincu depuis des années que l'intégration de la RSE dans les différentes activités logistiques et notamment plus généralement aussi les activités supply est primordiale et c'est même un atout majeur aujourd'hui pour les différentes entreprises. Nous croyons réellement à un engagement volontaire et aux démarches d'amélioration continue et je pense qu'on partage cette vision avec Jean-Baptiste qui pourra me contredire si besoin, mais je pense que les filières sont toutes d'accord là-dessus. Donc, le label a été développé avec l'appui de l'ADEME. Donc, il est porté par LSN, développé avec l'appui de l'ADEME, des régions Normandie, des régions Île-de-France, et il propose une méthode qui a été validée par l'AFNOR. Il est donc basé sur l'ISO 26000 et sur le référentiel RSE national en logistique. On reviendra un petit peu sur ce référentiel par la suite, mais voilà un peu les bases du label. Il s'adresse donc à toute entreprise, donc c'est-à-dire ETI, des groupes, des PME, ayant une activité d'entreposage significative. Donc, il peut s'agir par exemple de prestataires transport, de prestataires logistiques, d'industriels, de centres logistiques de distribution, voilà, tout type d'entreprise qui a vraiment une activité d'entreposage et quel que soit aussi le secteur d'activité. Ce label donc est aussi octroyé à l'entreprise pour la gestion de ses activités d'entreposage, mais pour un site qui est bien défini. Si l'entreprise a plusieurs sites d'entreposage, il faudra labelliser chacun des différents sites puisque chacun va avoir des caractéristiques différentes et donc le label doit bien sûr s'adapter aussi aux différents sites. Et pour finir sur la mise en contexte, il faut bien comprendre il est complémentaire en fait ce label avec d'autres dispositifs et labels RSE que vous pouvez connaître, mais qui sont positionnés en fait sur d'autres niveaux justement de la chaîne de valeur. Et on est le seul label aujourd'hui vraiment RSE sur la partie entreposage. On voulait faire un petit bilan sur la VU, ce qu'on appelait le V1 du label, parce qu'il faut savoir donc que le label a été retravaillé, puisque bon les choses changent aussi, mais surtout la première version était financée en grande partie par les régions Normandie et Île-de-France, et donc avec l'enveloppe qui était aussi donnée, on avait des restrictions en termes de secteur, en termes de nombre d'entreprises ce qui n'est
plus le cas aujourd'hui et c'est pourquoi on peut vous le présenter puisque le label veut désormais s'étendre et prendre une ampleur justement nationale. Donc, concernant la première version et donc ce on a pu faire avec l'accompagnement des régions, ce sont donc 19 sites labellisés sur la V1 du label avec notamment 5 groupes importants qui ont été labellisés, plus de 1700 collaborateurs touchés au sein des différentes sociétés et plus de 266 000 mètres carrés de surface d'entreposage au total. Il y a eu près de 300 actions sur les 3 ans, puisque le label donc a une durée de 3 ans, et c'est près de 300 actions qui ont été menées au sein des différentes entreprises sur les 5 domaines qui étaient vus sur la V1, c'est-à-dire donc vous les avez à l'écran, la partie énergétique, la partie environnement, partie sociale, économique et également la gouvernance. Pour vous parler un peu plus de ce qui a été fait justement dans ces actions-là, je vais laisser justement la parole à Bruno, donc consultant RSE qui accompagne donc le label 6PL. Donc il faut savoir donc qui est détaché de LSN. Donc nous on est là pour promouvoir ce label-là, mais on a décidé de faire appel à des experts vraiment RSE et notamment aussi sur la supply pour accompagner les différentes entreprises. Donc actuellement on a 2 consultants. Donc d'abord Cécile Parent, qui n'a malheureusement pas pu se connecter. Elle avait un empêchement aujourd'hui. Alors elle voulait peut-être essayer de se connecter rapidement avec son téléphone, mais elle ne pourra pas participer directement au webinaire et elle s'en excuse. Mais de toute façon, cette présentation, vous l'aurez également, donc vous pourrez aller vous renseigner un peu plus sur la personne. Et également donc Bruno Morin, l'entreprise Ecovolution, à qui je vais donc laisser la parole. Alors, on peut quand même dire que Cécile, enfin, on fait un petit mot sur Cécile. Cécile, elle est spécialisée en RSE, elle fait de la logistique hospitalière, elle fait partie de France Supply Chain. Et j'ai eu l'honneur de l'avoir dans mon jury quand je suis passé auditeur en supply chain. Donc, elle est très connue aussi, comme Bruno, qui va se présenter maintenant. Merci, bonjour à tous. Écoutez, simplement de façon très rapide, moi mon parcours est très centré sur la RSE depuis 16-17 ans maintenant, puisque j'interviens sur ces questions historiquement, même à une époque où on en parlait finalement assez peu, où j'ai à peu près tout entendu. Mais la RSE est une matière vivante, hein. Je pense qu'on aura l'occasion de vous le montrer aussi un petit peu à travers la présentation du label. Mes spécialisations, vraiment, le fond du fond, c'est la définition de stratégie RSE pour les entreprises dans une vision pratique et pragmatique, avec la possibilité d'utiliser et de travailler sur des référentiels sectoriels. J'ai développé 2 spécialités depuis quelques années, bien évidemment, sur la logistique, mais également un autre référentiel sectoriel qui est celui des industries de carrière. Je fais du reporting extra-financier, du bilan carbone et de la stratégie climat. Et puis, j'ai longtemps évolué sur des sujets qui avaient trait à l'écologie industrielle et territoriale. Donc, je suis consultant agréé BPI, hein, donc ce qui me permet d'intervenir sur les stratégies de décarbonation, sur les stratégies RSE en mobilisant aux besoins en région ou au national des financements dédiés de la BPI sur ce volet-là, hein, pour les PME, j'entends naturellement. Et puis, je suis consultant agréé bilan carbone, etc., etc. Euh, les entreprises de la logistique, on va pouvoir témoigner et peut-être illustrer ça de quelques exemples, font, comme beaucoup d'entreprises, hein, face à une équation qui est relativement complexe, des fonctionnements et des marges qui sont sous pression, des exigences clients qui sont croissantes, et puis quelquefois une image en matière de RSE qui reste encore à construire, avec peu de temps pour pouvoir le faire et peu de ressources pour se structurer. Donc c'est en cela que moi j'ai eu la chance d'intervenir donc aux côtés de LSN pour proposer et promouvoir la V1 du label auprès de plusieurs entreprises, avec des retours d'expérience qui sont intéressants vis-à-vis d'entreprises qui n'étaient pas matures sur ces questions-là, hein, qui étaient clairement débutantes et qui ont pu trouver avec ce label donc une RSE que je définirais comme étant utile et réaliste. Hein, l'idée n'étant pas d'avoir une RSE constituée comme étant une contrainte supplémentaire, mais au contraire un outil professionnel, parce qu'encore une fois, c'est un référentiel qui est sectoriel, donc qui est adapté, qui tient compte des problématiques métiers
et qui est pensé justement par et pour les acteurs de la logistique avec voilà un portage qui est celui de LSN, ce qui lui donne justement une bonne crédibilité sectorielle avec un cadre de référence international qui est la norme ISO 26000, alors qui est un cadre qui est reconnu, solide et structurant, hein. Moi, j'ai quelques clients historiquement qui a plus de 10 ans de ça avaient entendu parler de la norme ISO 26000 par un certain nombre de leurs clients, notamment à l'étranger, y compris en Chine. Donc, c'est donc dire qu'on travaille sur quelque chose qui est formalisé, normé, avec un petit point, je dirais, de précision qui est important, c'est que la norme ISO 26000, comme 95% des normes, n'est une norme qui n'est pas certifiable. Hein, les exceptions à la règle, ce sont la norme 9001 sur la qualité, la 14001 sur l'environnement, la 45001 sur la santé et sécurité au travail, par exemple, et la norme ISO 26000 ne donne pas lieu à certification. Ça n'a pas été une volonté à l'époque du comité de certification ISO, d'où l'intérêt, quelquefois, quand on veut rentrer justement dans des mécanismes de preuve et quand on est soumis à un certain nombre d'exigences grandissantes de la part de donneurs d'ordre, de pouvoir euh, évoquer justement cette formalisation et cette démarche-là avec du coup le tampon entre guillemets apposé par voilà une association professionnelle reconnue avec une crédibilité sectorielle et donc tout un parcours d'accompagnement. Je sais pas si on peut passer peut-être au slide du coup, voilà. Donc, je vous disais, la première version a permis de travailler, comme Anthony vous l'a montré, auprès de pas mal d'entreprises. J'ai souhaité évoquer deux exemples venant d'entreprises, de PME qui étaient véritablement débutantes sur la question, ce qui veut dire qu'elles n'avaient rien fait, mais en tout état de cause, il n'y avait pas de démarche formalisée. Donc, ce qui a pu être fait avec l'entreprise Transport Roselier, qui est une entreprise qui se trouve à Lisieux, qui est une PME, voilà, avec quelques dizaines de salariés. L'idée, c'était de pouvoir bâtir dans un premier temps un état des lieux grâce au diagnostic qui a pu être fait. Donc, on part de l'existant, on couche sur une feuille tout ce qui est déjà fait et on pointe aussi quels sont les champs qui sont non couverts par le système et la grille de lecture que permet le label. L'idée, c'était de pouvoir identifier un certain nombre d'actions prioritaires en tenant compte d'une note de départ attribuée à l'entreprise au regard effectivement de sa performance sur tous les critères qui pouvaient être évoqués. Alors l'aspect mécanique du label sur cette première version entraînait automatiquement, en fonction de la note que pouvait obtenir l'entreprise, l'obligation d'aller chercher, c'est selon soit 5 actions, soit une douzaine d'actions, soit 25 actions. Et je dois bien avouer que pour la majorité des entreprises qui ont été accompagnées de prime abord, comme ça, sur cette première version, bah, il fallait trouver 25 actions parce que leur note de base était relativement faible. Et donc, moi, je me suis employé avec Julien Roselier, le dirigeant, à justement déterminer 25 actions rentrant dans les principales thématiques du label pour faire en sorte que d'une part, on monte en compétence, que l'entreprise se professionnalise, qu'elle puisse du coup, avec ses actions aussi, euh, avoir un retour en termes de levier commercial, mais un levier commercial maîtrisé, en touchant à des actions qui sont attendues quelquefois par des donneurs d'ordre externes et d'avoir une logique de progressivité. Donc, on a fait un premier diagnostic. Passé ce premier DAG avec les actions qui ont pu être ciblées, on a fait une première évaluation ensuite en 2023. Donc, il y a un petit peu laps de temps entre les deux premières étapes. Et ce que j'ai pu constater, c'est que le label il avait été bien compris, la démarche de diagnostic avait bien été intégrée par l'entreprise, de telle sorte que le plan d'action il était suivi dans le temps avec un tableau de suivi de performance RSE auquel on reprenait des enjeux environnementaux, sociaux, de gouvernance, qui pouvaient avoir trait aussi bien évidemment à la gestion de l'énergie et la sécurité des entrepôts. Une deuxième évaluation avec une accélération des démarches qui a été liée aussi à la possibilité pour l'entreprise de pouvoir se structurer et de recruter. Très clairement, et je ne m'en cache pas, ce sont des enjeux qui sont maintenant prégnants et qui demandent souvent soit le basculement d'un collaborateur ou d'une collaboratrice en interne qui peut bénéficier d'un petit peu de temps pour s'occuper de ces démarches-là,
soit éventuellement, c'est l'occasion pour une entreprise d'essayer de se structurer et de recruter à l'externe, comme ça a été le cas pour le transport hôtelier avec le recrutement d'une QSE, hein, qui a pu du coup vraiment prendre l'intégralité de la démarche à bras-le-corps aux côtés du dirigeant, avec des actions qui ont été suivies, qui avaient été recommandées, donc un questionnaire envoyé à l'intégralité des clients et fournisseurs, donc avec du coup une influence étendue aux parties prenantes de l'entreprise. L'entreprise a défini ce qu'on appelle sa raison d'être. Ça, c'est quelque chose que je lui avais suggéré. Je vous fais simple. La raison d'être, telle qu'elle est définie dans le World Pact en 2019, c'est la possibilité pour une entreprise d'écrire en quelques lignes, si je devais faire une analogie avec la Constitution de la Ve République, sa Constitution, c'est-à-dire sa norme suprême et toutes les actions qui vont être mises en œuvre par l'entreprise, toutes les nouvelles activités, tous les investissements devront entrer en correspondance avec la vision que l'entreprise se fait de son métier et de la contribution qu'elle apporte à la société d'une façon générale. L'entreprise a rédigé une charte éthique et puis elle a progressé en 2025 avec un travail mené autour des enjeux sur la biodiversité, l'aménagement des espaces, hein. On est sur des surfaces qui sont souvent très bitumées. Bah, à chaque fois que l'on peut, c'est de travailler sur les enjeux de biodiversité. L'entreprise a réalisé en autonomie, c'est assez remarquable, son bilan carbone complet, avec la possibilité de pouvoir le remettre, le cas échéant, au donneur d'ordre lors de consultation. Elle a, sur mes recommandations aussi, effectué un diagnostic santé-sécurité au travail, la formation RGPD, cybersécurité. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'à travers cette démarche-là, on est sur un accompagnement qui traduit un référentiel sectoriel, qui traduit l'ISO 26000 en action concrète et qui est surtout pas une démarche qui est complètement hors sol. On n'est pas là pour faire joli, c'est pas cosmétique. L'idée, c'est de traduire cette démarche-là et de transformer le label en outil de management, pas en exercice administratif, avec l'idée de voir l'entreprise progresser à tel point qu'elle souhaite très clairement basculer sur la version 2 qu'Anthony pourra, avec mon concours, vous présenter après. Deuxième cas de figure, qui était celui de Dufour Entrepôt. Là aussi, une entreprise qui était véritablement débutante sur ces questions-là. Là aussi, on a travaillé sur une feuille de route RSE avec 25 engagements très concrets, très pratiques à mettre en œuvre, dont la certification OEA. Alors, il y a eu entre-temps un changement d'équipe de direction, ce qui fait qu'on a eu donc une année de battement entre 2019 et 2021, mais il n'y a surtout pas eu d'arrêt. Bien au contraire. Et la démarche est accélérée. Des indicateurs environnementaux, sociaux de gouvernance qui sont suivis tous les mois avec un organe de pilotage dédié, en clair, un comité RSE, on appelle ça comme on veut, mais eux, c'était leur groupe de travail RSE. La désignation d'une référente en interne. Voilà, il y avait déjà quelqu'un qui était affecté sur les questions de qualité, sécurité, environnement, mais on lui a dégagé un petit peu de temps sur un certain volet pour qu'elle puisse piloter concrètement la démarche. Là aussi, l'identification des parties prenantes, voir quels étaient les acteurs avec lesquels l'entreprise avait plutôt intérêt à essayer d'améliorer les relations. Ils ont installé, à titre d'exemple, des bornes de recharge pour véhicules électriques. Ils sont passés en 100% UNR. Et ça, c'est moi qui leur avais conseillé. Ils l'ont bien fait parce que c'était juste avant leur renégociation de contrat et avant la crise ukrainienne. Ils ont eux aussi fait leur bilan carbone complet, hein, qui fait souvent partie maintenant des prérequis. Ils ont mis en place une politique d'achat responsable sur un certain nombre d'intrants, de matières premières, notamment tout ce qui est carton, etc., pour arriver à sourcer le mieux possible et minimiser leurs impacts. Ils vendent, entre guillemets, et ils présentent la démarche RSE vis-à-vis des nouveaux entrants, mais au-delà de ça, ils vont bien évidemment la présenter quand ils sont en phase de recrutement pour essayer d'attirer des collaborateurs qui, à rémunération équivalente d'une entreprise à une autre, vont peut-être choisir celle dans laquelle ces enjeux-là de précaution environnementale, de précaution sociale sont intégrés. Ils ont mis en place aussi du tout, parce qu'on a travaillé un petit peu sur la qualité de vie au travail, donc un coaching sportif spécifique qui est pris en charge par l'entreprise. Il y a un coach qui intervient une fois tous les 15 jours. Ils commencent à hybrider leur flotte également de véhicules parce qu'ils en ont quelques-uns. Tout un travail de relamping sur les entrepôts. Et puis, comme ils ont pas mal d'espaces arborés, ils ont mis en place de l'éco-pâturage. Alors, ça pourrait sembler anecdotique, mais c'est très bien vécu non seulement par les salariés qui, quand ils font leur moment de pause, souvent vont se balader quand il fait assez beau autour des moutons qui sont en train de pâturer juste à côté, tout comme les chauffeurs qui viennent sur site.
ont l'occasion d'être un peu finalement apaisés, un peu moins en tension, en allant faire un petit tour et voir les moutons. Donc c'est devenu presque le rituel de l'entreprise. Bon, ça relève un petit peu de l'anecdote, mais c'était aussi le moyen de pouvoir travailler sur un enjeu qui est souvent le parent du développement durable, qui est celui de la biodiversité. Mais là aussi, la démarche, elle a très clairement permis de mieux structurer les process internes, hein, sur la question de l'énergie, aussi sur la question des déchets, on n'en a pas parlé, mais la question des achats et de l'organisation d'une façon générale, et puis quelquefois de prioriser des actions qui peuvent avoir un retour sur investissement relativement rapide. Mais ça n'est pas une RSE, comment je pourrais vous dire, en plus ou gadget, hein, c'est un moyen d'arriver sur une meilleure gestion de l'entreprise. Je pense que vous le direz encore mieux que moi, mais c'est important de le préciser en sachant que voilà, ils sont les uns et les autres, et les deux exemples que je vous citais, sur des engagements qui sont mesurables et progressifs, et cette notion de progressivité, elle est quand même assez rassurante. Merci Bruno. Alors on avait un autre cas, mais du coup géré par, enfin deux autres cas qui étaient gérés par Cécile. Donc comme le diapo vous sera envoyé, voilà, vous pourrez en prendre connaissance, mais comme elle n'a pas pu se libérer finalement, on va passer ces deux cas. Donc maintenant, on va pouvoir un peu discuter sur la V2 du label, les changements, et vous présenter surtout le processus de labellisation. Et puis Bruno rentrera un peu plus à nouveau dans le détail des grilles d'évaluation. Donc sur cette V2 du label, le label CCPL repose maintenant toujours sur 5 domaines et 32 critères au total, donc à peu près 6-7 critères par domaine. On va avoir donc la gouvernance de l'organisation, la performance économique, le progrès social, protection de l'environnement, l'énergie et la sécurité. Là, vous avez donc l'exemple donc de la grille d'analyse qui a été transformée et qui aujourd'hui, du coup, suit l'approche donc de la route Deming, donc avec le fameux Plan Do Check Act. Bruno va revenir un peu en détail tout à l'heure dessus, mais juste pour les différents éléments. Donc, la partie plan, c'est la partie approche, donc c'est-à-dire que les démarches sont initiées et réalisées ponctuellement. La partie do, on va être sur la partie donc déploiement. Donc, c'est que les démarches sont désormais robustes et sont déployées systématiquement. Et il y a des premiers retours qui sont obtenus. On va avoir le check pour la partie évaluation, c'est-à-dire qu'il y a des éléments de mesure de performance réguliers qui ont été mis en place. Et la partie donc acte qui va être la partie amélioration, c'est-à-dire qu'il y a une démarche d'amélioration continue et aussi de benchmark qui est mise en place. Et donc, l'évaluateur, lui, va déterminer si le critère est analysé, si le critère qui est analysé donc est abordé selon une approche donc planifiée, puis déployée, puis évaluée, et enfin si il y a de l'amélioration continue derrière. Pour chacun des critères, donc, vous allez avoir cette grille là qui est détaillée avec aussi des exemples de bonnes pratiques qui vous sont donnés et également des exemples de modes de preuve que vous devez apporter pour chacun des différents critères. Mais de toute façon, Bruno reviendra sur quelques critères tout à l'heure en exemple plus en détail. Ensuite, donc tout à l'heure, on a pu vous expliquer donc que le label reposait sur deux éléments fondamentaux qui vont être l'ISO 26000 et également sur le référentiel RSE national en logistique que vous avez déjà dû voir passer ou avoir pris connaissance. Mais en fait, ce référentiel, il décline et il adapte l'ISO 26000 aux spécificités des activités logistiques. Et l'ESN a notamment travaillé justement à la mise en place de ce référentiel, a participé en tout cas à l'élaboration de ce référentiel. Les enjeux donc RSE sont regroupés en 4 grands groupes qui permettent en fait de les hiérarchiser justement entre elles. Donc on va avoir par exemple 8 enjeux fondamentaux communs prioritaires, on va se retrouver avec 10 enjeux majeurs opérationnels, 9 enjeux spécifiques et d'autres enjeux donc, qui sont séparés. Euh,
Et donc, les différents critères vont répondre justement, qui sont évalués dans le label, vont faire référence à ces différents enjeux et ils sont nommés justement pour chacun des critères avec soit un S, soit un F. Le dernier, c'était un M aussi. Ensuite, concernant le processus de labellisation. Donc, 6 grandes étapes pour se faire labelliser. La première étape, donc, c'est l'auto-évaluation. Donc ça peut être directement fait avant même de réaliser la partie administrative. Vous pouvez directement la faire sur le site du label 6PL que vous retrouverez à la fin de la présentation. Vous avez le lien directement et donc vous pouvez vous auto-évaluer seul. Vous avez aussi la possibilité de vous faire accompagner justement à l'auto-évaluation. Donc c'est-à-dire que un de nos experts, donc soit Cécile, soit Bruno, pourra vous accompagner dès le départ au final de la démarche pour en fait justement vous aider à appréhender, à comprendre davantage ce qui vous est demandé, notamment la méthode PDCA qu'on a pu voir tout à l'heure, sur le contenu des différentes grilles. Donc voilà, l'expert est là, donc pas pour remplir à votre place l'autodiagnostic, mais bien de vous accompagner sur la compréhension justement du label et de ce qui vous est demandé. Le but étant donc, c'est que sur cette demi-journée-là, vous arriviez à remplir l'auto-évaluation. Deuxième étape très importante, donc c'est l'audit d'évaluation sur site. Donc là, l'expert va se déplacer directement pendant 2 jours sur votre site pour réaliser donc son évaluation. Il va donc reprendre lui toute la grille et les 32 critères et regarder les modes de preuve que vous avez avancés lors de votre auto-évaluation pour vous donner ensuite différentes notes pour chacun des différents critères. À la suite de ces 2 jours d'audit sur site, le consultant va repartir chez lui pour la partie rédactionnelle. Donc, on compte une journée de rédaction du rapport. Donc là, il va simplement formaliser donc son diagnostic et commencer à mettre sur le papier donc des pistes d'amélioration. Il va préconiser justement des pistes d'amélioration pour l'entreprise. C'est également ce rapport-là qui sera remis au comité de labellisation qui donc valide justement votre label et votre niveau. On le verra juste après puisque c'est l'étape suivante et ce rapport aussi vous sera restitué sur site, c'est-à-dire que le consultant revient une demi-journée sur site justement pour vous expliquer les différentes notations et discuter avec vous du plan d'action, des préconisations en tout cas de plan d'action qu'il aura pu faire. Sur la partie labellisation, donc c'est la fameuse partie sur le comité de labellisation. Donc l'expert, le consultant, va fournir le document à LSN tout d'abord, donc à moi-même pour le coup. Et donc je vais vérifier que l'ensemble du label est respecté, que tous les documents nécessaires à la labellisation sont bien présents, avant de le soumettre à un comité de labellisation qui est composé de différentes entreprises. Et c'est ce comité-là qui va donc reprendre tout le dossier et qui va pouvoir attribuer le label et notamment une note spécifique à l'entreprise. Sur les notes, on va revenir juste après sur les différents niveaux. Alors bien sûr, le comité de labellisation prend en compte les recommandations de l'expert, donc dans le cas présent de Bruno. Donc Bruno, s'il préconise un niveau argent, par exemple, pour l'entreprise labellisée, le comité de labellisation, évidemment, en prend compte. Lorsque l'entreprise donc est labellisée, elle va signer une charte d'engagement volontaire avec deux grandes obligations, on va dire, à l'intérieur de cette charte. Tout d'abord, c'est l'obligation de vous soumettre à une seconde évaluation à mi-label, c'est-à-dire au bout de 18 mois, puisqu'on est toujours sur un label de 3 ans. Donc, à 18 mois, il faudra vous resoumettre à une évaluation avec l'expert. Donc, c'est l'étape d'après qu'on va voir par la suite. Et la seconde, c'est une obligation de participation à la promotion du label 6PL. Alors en réalité, c'est une obligation, mais qui est intéressante aussi pour vous, puisque le but aussi, c'est de faire connaître le label pour que vous ayez aussi un avantage, notamment concurrentiel, sur le fait d'avoir aussi obtenu un label de la sorte. Concernant les niveaux, donc ça c'est quelque chose qui a été nouveau dans la V2, on a décidé
décidé de partir sur trois niveaux différents, à savoir un niveau de label bronze, argent et bronze. Donc, le consultant préconise et le comité de labellisation le valide. Ces différents niveaux vous permettent notamment, si vous avez par exemple plusieurs sites à labelliser, les différents sites n'auront pas forcément le même niveau. Donc ça peut être aussi quelque chose de challengeant, justement, vos différents sites d'entreposage. Ça peut également être une façon de vous comparer avec d'autres entreprises, justement, qui ont été labellisées, de savoir où vous en êtes aussi par rapport à ces entreprises-là. Et ça permet aussi de récompenser les entreprises qui évoluent d'un label sur l'autre, puisque vous pouvez passer d'un niveau bronze à un niveau argent, ou d'un niveau argent, par exemple, à un niveau or. L'étape suivante, donc comme je le disais, c'est la partie réévaluation à 18 mois. Donc l'expert va revenir à nouveau un jour sur site et il aura aussi une demi-journée de formalisation à nouveau du rapport. Donc il est là en fait pour vérifier que l'entreprise est toujours dans cette démarche d'amélioration continue. Il n'est pas là pour refaire l'évaluation à zéro. C'est vraiment essayer de vous remettre aussi sur le droit chemin si jamais il y a eu quelques dérives. Et c'est également en cas de vraiment dérive majeure ou si on voit que vous avez complètement abandonné vos démarches RSE, à partir de 18 mois, c'est une possibilité pour nous de vous retirer aussi le label si vraiment il n'y a plus rien de fait dessus. Mais bon, jusqu'à présent, il n'y a pas eu de soucis sur cette partie-là. Donc, on va éviter de trop en parler. Et enfin, la dernière partie, donc au bout des 3 ans, le label s'arrête ou peut se poursuivre. Donc en fait, LSN s'engage à revenir vers vous 2 mois avant la fin de votre labellisation. Et donc là, vous avez le choix soit de poursuivre une labellisation, donc 3 ans supplémentaires. Alors cette fois, vous n'aurez pas l'auto-évaluation puisqu'on repartira sur ce que vous avez déjà fait sur les 3 années précédentes. Ou alors vous décidez de ne pas poursuivre la labellisation. Et dans ce cas-là, donc, il faudra retirer toute la partie communication, notamment autour du label de vos sites, mails, etc. Je vais redonner la parole donc à Bruno sur justement, on va décrire un peu différents critères et justement vous présenter un peu plus en détail aussi la grille sur chacun des critères. Donc, Bruno, je te laisse la. Très bien. Donc, comme Anthony vous le précisez, c'est donc une V2 qui est, à mon sens, voilà, une version qui est véritablement en progrès. On y gagne sans doute un petit peu en souplesse. Voilà, c'est peut-être, il me pardonnera Anthony, peut-être le péché le premier péché originel de la V1 qui était déjà quelque chose de très structurant, mais qui obligeait, comme je vous le disais tout à l'heure, quelquefois, en fonction d'une note de départ attribuée à l'entreprise, d'aller chercher automatiquement 25 actions, ce qui était potentiellement relativement lourd. Donc là, on n'est plus du tout sur le même esprit, sur la même démarche. On est sur des logiques de PDCA avec la possibilité sur chaque item et chaque thématique de pouvoir s'interroger quant à savoir si l'entreprise est en situation presque de démarrage des actions ou de progrès ou d'engagement ou d'exemplarité. C'est un petit peu ça qu'on va aller chercher. Et sur chaque question que l'on va poser, là, vous avez le cas du progrès social. Le consultant désigné va interroger les référents, les personnes qui seront autour de la table, autour d'une question de type, comment évaluez-vous le niveau de performance et de maturité de votre organisation du temps de travail, avec quelques questions complémentaires. Et le travail du consultant, c'est par rapport à une question type aussi d'aller tirer un petit peu le fil sur une question de base qui concerne là, par exemple, la question des horaires de travail, de l'organisation du temps de travail, bien évidemment d'arriver à déterminer quel est le niveau de positionnement de l'entreprise sur la question, et du coup pour moi de mettre des notes, mais au-delà de ça, d'aller arriver à tirer un petit peu le fil et de voir quelles sont justement les actions qui pourraient être mises en œuvre, quels sont, de façon un petit peu connexe ou un petit peu complémentaire, quels sont les champs qui en découlent directement ou indirectement qui ne sont pas abordés. Donc, on est sur vraiment un process d'évaluation pur et dur et qui laisse un petit peu plus de marge de manœuvre, un petit peu plus de facilité dans la mise en place des actions. Là, je disposerai, moi, par exemple, d'une grille d'analyse qui me permettra de déterminer quel est le niveau de performance de l'entreprise. Hein, si, par exemple, on est sur le positionnement de chèque, ça veut dire que l'entreprise, elle a
voilà, adapter les horaires. Il y a une notion de flexibilité au travail qui permet à la fois de répondre à vos contraintes d'activité, mais également aux besoins, un certain nombre de contraintes pour les équipes aussi, avec voilà, des obligations réglementaires qui sont faites avec des entretiens professionnels, etc., etc. Donc là, on est vraiment sur chaque ligne, sur chaque item, avec la possibilité d'évaluer sans forcément, bah, si le niveau il est bon, on va pas aller inventer une action complémentaire. Hein, l'idée, c'est d'aller chercher des actions et des préconisations là où justement les niveaux seront relativement modérés à faibles, avec la volonté bah, sur chaque action de pouvoir ou sur chaque item, pardon, de pouvoir faire progresser l'entreprise. Donc l'enjeu du progrès social, bah, c'est bien évidemment une des thématiques. Hein. Vous avez les 5 thématiques que vous a présentées Anthony sur un slide précédent. Et on va avoir après un autre exemple, notamment sur un slide suivant. Bien évidemment, la protection de l'environnement. Alors la RSE intègre bien évidemment les enjeux environnementaux, mais ce n'est pas que de l'environnement. Hein. Et puis l'environnement doit s'envisager comme une démarche intégrée. Et bien là, comment évaluez-vous le niveau de vos actions contribuant à la lutte contre les changements climatiques? Bien évidemment, c'est la question des émissions de gaz à effet de serre qui sont au cœur du processus. Eh bien, selon le niveau de maturité de l'entreprise par rapport à ça, eh bien, l'entreprise aura pu identifier éventuellement quelques rejets ou alors aura pu carrément réaliser son propre bilan carbone. C'est ce qu'on vise là, par exemple, sur le niveau check, entre guillemets, ou pourra être dans une démarche presque d'exemplarité. Bien évidemment, si c'est un enjeu qui n'est pas pris en compte, qui n'a pas pu être travaillé par l'entreprise, la note sera d'autant plus faible et ça fera partie des points d'ancrage et des préconisations qui seront bien évidemment soulignés. Bon, j'ai toujours mes idées en tête, mais comme Anthony le précisait, il y a des exemples de bonnes pratiques qui peuvent permettre d'étayer un petit peu les propos de l'intervenant, bien évidemment, parce qu'il y a un benchmark sectoriel qui est fait, et puis il y a des modes de preuve qui seront bien évidemment à fournir. Si vous dites oui, on a travaillé sur notre bilan carbone sans pouvoir me le présenter, voire même le fournir, hein, venant au besoin d'un organisme certifié ou éventuellement que vous l'ayez fait en interne et moi avec la possibilité de le vérifier, ça ne vaudra pas grand-chose. Comme on dit dans les cours d'école, ça ne vaut pas. Donc là, l'idée, c'est vraiment à chaque fois d'avoir un engagement qui soit précisé, mais d'avoir le mode de preuve qui soit correspondant avec une vision pragmatique de tout ça sans que ça se transforme en exercice de reporting administratif. Autre sujet, je crois qu'il y avait un dernier slide qui pouvait évoquer une thématique qui est importante, hein, qui est primordiale, qui a trait à l'énergie et la sécurité des entrepôts. Bien là, avec une question type, comment évaluez-vous le niveau d'efficacité énergétique de vos bâtiments? Avec quelques, je dirais, pistes. Ben, on détermine, voilà, si vous avez pu travailler sur des questions de relamping, quelle est votre situation, par exemple, vis-à-vis du décret tertiaire ou ce type de choses, quelles sont les démarches volontaires qui ont pu être mises en œuvre. Eh bien, là encore, par rapport à ce niveau d'efficacité énergétique, on va déterminer si oui ou non cette thématique est prise en compte, quelles ont été les actions mises en œuvre, et si il y a des possibilités d'amélioration, de pouvoir gratter des gisements de progrès pour l'entreprise, eh bien, on ira chercher à l'avenir, hein, sur les évaluations supplémentaires, les niveaux supérieurs de façon à faire grimper un petit peu la note globale. Donc là, on est dans un process qui est très ISO 26000 compatible en fait, hein, parce que c'est vraiment un petit peu l'esprit de la norme aussi que de dire la RSE, c'est pas un État. Ben, on peut pas se dire, voilà, on peut pas se revendiquer RSE compatible. L'idée, c'est qu'à un moment donné, on fait un état des lieux de l'existant et on va aller chercher des axes de progrès de façon à améliorer sa performance économique et du coup environnementale et sociale à chaque fois que cela est possible et dans votre cas de figure, grosso modo, tous les 18 mois. On a une petite Hein, l'idée, question, c'est tiens. vraiment de, à travers ça, oui, pardon. Bruno, je me permets de vous interrompre. On a une question de la part de Sûr. Caroline qui nous demande qu'est-ce que BREEAM? BREEAM. Voilà, sur le slide précédent, on le voyait dans la phase acte, une démarche HQE où BREEAM est engagée. Alors, la démarche prime. Je sais pas si Anthony, tu te souviens de l'acronyme, mais
C'est vraiment une démarche là aussi qui a trait à l'efficacité énergétique des bâtiments. Enfin, je vous redonne l'acronyme. Alors, Ouais, l'acronyme oui, c'est en anglais, Oui, je sais plus ouais, alors exactement ce que c'est. moi je l'ai. Building, c'est un truc building research, et j'ai plus ouais. les autres lettres derrière. Establishment. C'est Building Research Establishment. Et les trois dernières lettres, c'est Environmental Assessment Method. Ok. Ouais. Bon. Donc c'est ça, c'est pour mesurer en Et fait un le niveau process de d'évaluation, de performance, ouais, management environnemental des bâtiments. Ouais. Mm. tout à fait. Voilà, bah, vous avez- on peut revenir. J'espère que ça a répondu à la question de Caroline. L'idée, c'est de pouvoir, sur chaque thématique, donc là, on en a trois qui apparaissent, il reste la protection de l'environnement et la gestion de l'énergie, de la sécurité des entrepôts, de pouvoir, sur chaque sous-domaine d'action, d'attribuer donc une note, et c'est bien évidemment la somme des notes qui auront pu être attribuées, qui devront permettre au comité de labellisation, sur la base de mes préconisations, de déterminer si oui ou non l'entreprise peut être labellisée et quel niveau elle atteindra. Alors ça aussi, la question du positionnement bronze, argent ou or, c'est quelque chose qui est intéressant parce que dans les deux exemples que je pouvais citer, qui étaient celui de Dufour Entrepôt et de Transport Roselier, de vous à moi, même si je ne les ai pas encore soumis à la V2, ce sont des entreprises qui, à minima, auraient pu prétendre en fin de premier cycle, entre guillemets, à une labellisation au niveau argent, mais ça n'apparaissait pas en tant que tel. Et cette question de la comparabilité qu'évoquait Anthony tout à l'heure, elle me semble vraiment intéressante. La notion de la progressivité, si vous basculez d'un niveau bronze à un niveau argent, c'est quand même le signe que vous êtes rentré dans une démarche de progrès et que les efforts paient. Et ça, c'est quand même assez valorisant en termes d'implication interne. Hein, il y a une thématique ou un anglicisme, vous me le pardonnerez, que j'utilise souvent, qui est ce que j'appelle le feel good factor. Bah, comment créer de la participation aussi quand il s'agit d'impliquer les équipes sur une démarche comme ça, c'est de voir également que les actions paient et que l'entreprise, elle progresse dans l'accomplissement de ces démarches. Donc ça, c'est quand même assez intéressant et c'est là aussi un progrès par rapport à la première version du label. En clair, ce qui est dit est aligné avec ce qui est constaté. Hein. Donc, et là, on a la possibilité d'avoir un mécanisme de preuve qui est encore plus valorisant. Merci Bruno. Donc ensuite, concernant donc tout de même la partie coût du label, deux forfaits on va dire différents, un forfait à 5,5 jours et l'autre à 6 jours. Donc comme je vous l'ai expliqué au début, vous pouvez faire l'auto-évaluation seul. Dans ce cas, on est sur la partie droite avec le 100 à 5,5 jours et ou alors avec un accompagnement d'une demi-journée supplémentaire par l'expert. Et dans ce cas, on est sur la partie à 6 jours, donc à 8 450 euros hors taxe sur les 3 ans. Donc, c'est pas à régler au tout début. Au début de la labellisation, il y a juste la partie donc LSN à régler pour toute la partie administrative, donc à 1 250 euros. Et ensuite, la partie consulting donc est échelonnée sur à chaque fois que le consultant va intervenir au sein de votre entreprise. Comme on l'a dit, c'est un site qui est labellisé puisque chaque site va être différent. En revanche, si vous avez plusieurs sites à labelliser, donc là, on fait une offre sur mesure. Donc ça, c'est à discuter entre nous selon aussi les critères et les caractéristiques de vos différents entrepôts. Il faut savoir aussi que vous pouvez avoir des aides. Alors, dans votre région, je me suis pas encore renseigné, mais si vous êtes intéressé, je pourrais me rapprocher de la région pour voir ce qui est mis en place. Mais par exemple, en Normandie, on a quelque chose qui s'appelle Impulsion Conseil. C'est une aide de la région où vous avez 50% qui est financé sur la partie consulting. Donc, à la place de 7 200 euros sur la partie consulting, ça descend à 3 600 euros. Dans plusieurs régions, il y a des équivalences. Bon, après, il faut répondre à certains critères. C'est des fois plus pour les PME, etc. Mais c'est toujours intéressant de se renseigner si vraiment cette labellisation peut vous intéresser.
Et enfin, pour conclure, donc là, c'est donc pourquoi se labelliser. Ce sont principalement en fait des retours aussi qu'on a eu des labellisés V1, donc notamment sur l'aspect euh, affirmation sur le plan commercial, puisqu'en fait, il y a le développement d'un avantage concurrentiel et de différenciation qui peut être fait grâce à cette labellisation. Certains ont pu répondre aussi à des appels d'offres quand on sait qu'aujourd'hui de plus en plus dans les appels d'offres, il y a des critères, des conditions mises en place par rapport à la RSE. Et c'est vrai que ce label-là permet de répondre à nombreux de ces critères et de ces exigences. Gage de confiance aussi évidemment pour vos parties prenantes et également ça renforce votre image de marque. On sait qu'aujourd'hui, notamment les nouveaux entrants sur le marché du travail sont de plus en plus sensibles aux démarches RSE des entreprises et c'est vrai que si vous pouvez justement mettre en avant un label de la sorte, c'est toujours un plus pour vous. On l'a dit tout à l'heure, enfin Bruno l'a évoqué tout à l'heure, il peut y avoir aussi des réalisations d'économies sur les coûts de fonctionnement. On travaille notamment sur la partie énergétique du bâtiment, sur la partie matière, déchets. Donc ça, forcément, c'est des coûts en moins pour vous au niveau du fonctionnement. Et enfin, vous pourrez rejoindre ainsi la communauté des labellisés, où donc on mettra en place des événements, des temps d'échange entre labellisés aussi, pour que vous puissiez échanger sur vos bonnes pratiques, sur différentes thématiques. On pourra faire intervenir aussi des experts sur certains sujets qui ressortiront de nos différents échanges. Donc voilà, on en a fini sur la présentation. Donc on est là pour répondre à vos différentes questions si vous en avez. Vous avez également mes coordonnées ici si vous souhaitez plus de renseignements ou échanger aussi. On pourra se prévoir un temps de visio si besoin pour ceux qui le souhaitent. Et Bruno aussi pourra participer à ça ou Cécile donc qui n'a pas pu se présenter aujourd'hui. Cécile est là finalement. Cécile est là. Je regarde, je scrute les participants. Alors oui, Cécile est alors elle est là. sur son téléphone, donc il me semble que c'est un peu compliqué pour elle justement de Très bien. Mais en tous les cas, d'intervenir, mais ok, elle a participé. Et si elle elle a veut ouvrir réussi son à se micro, connecter finalement. ce sera avec grand plaisir. Bon, on a une première question de Loïc Payen. Alors, Loïc Payen, c'est le dirigeant de Transévolution, donc il est responsable d'un entrepôt logistique. Il a une question. Y a-t-il des critères pour se lancer dans la labellisation? Il pensait par exemple au nombre de salariés ou à la surface de l'entrepôt. Il y a un minimum à imaginer? Non, pas du tout. Ce que je disais un peu au début, c'est que c'est fait pour toute entreprise. Il faut juste avoir une activité d'entreposage, évidemment, puisqu'on est sur un label pour les entrepôts durables. Mais il n'y a pas de minimum à avoir. C'est à disposition de toute entreprise et de tout secteur d'activité également. Tip top. Eh bien, j'espère que ça a répondu à la question de Loïc. Il nous remercie. Bon, moi, je vais avoir des questions tant que les autres personnes en posent. Notamment là sur les événements que vous pouvez partager entre vos labellisés, est-ce que c'est des événements physiques ou des événements en visio? Parce que bon, là, je vous cache pas qu'on a quand même pas mal de personnes de la région Auvergne-Rhône-Alpes. La Normandie, c'est plutôt loin. Et donc, voilà, si demain on devait créer une communauté qui est vertueuse et qui puisse communiquer entre elles et partager des bonnes pratiques, comment ça se passe? Alors oui, bien vu, ça va être compliqué de trouver un endroit en présentiel entre les deux régions, même si ça peut être sympa de se faire un petit week-end aussi. Mais non, donc il y aura des propositions en visio lorsque par exemple on veut faire intervenir un expert. Il est également possible justement par région de faire des regroupements en physique, puisqu'on sait que maintenant on revient quand même pas mal sur du présentiel. Et c'est quand même très intéressant, donc je pense qu'on fera aussi par région justement des rassemblements. On s'appuiera notamment sur les filières des différentes régions. Donc, par exemple, on pourra en discuter aussi avec Alpes Supply Chain justement sur la logistique aussi de ces rencontres-là. Il y aura un peu des deux du coup, Très distanciel bien, voilà. et présentiel.
Nous, ça nous intéresse beaucoup d'avoir des synergies avec d'autres associations. C'est plutôt vertueux, ça va dans le bon sens. Euh, et surtout sur cet aspect aussi financement, parce que bon, le financement est relativement accessible. Hein, je dis pas que les prix sont bas, mais on est sur des montants relativement accessibles. En plus, s'il y a des subventions, bon, bah, ça peut donner davantage envie de s'engouffrer dans la brèche, d'entreprendre la démarche. Donc, moi, je serais assez favorable pour qu'on recherche ce type de financement dans notre région pour Complètement. pourquoi pas déployer le label sur la région Rhône-Alpes. Ceux qui seraient pour, bah d'ailleurs, ils peuvent faire un petit commentaire, ils peuvent mettre un petit pouce hein, ou un petit cœur. Comme ça va nous donner un peu la tendance. Est-ce que ça serait bien de voir ce label dans notre région? D'ailleurs, est-ce qu'on a des entreprises déjà dans notre région qui sont labellisées? Non, c'est la première présentation. Alors là, en fait, donc, comme on disait, on est sorti de la V1 et on commence justement la partie V2 et donc au niveau national, puisqu'aujourd'hui on a le droit de s'étendre au niveau national, puisqu'on n'est plus lié directement à la région sur la région Normandie et Île-de-France sur ce label-là. Et donc là, c'est la première présentation que je peux faire auprès de votre région. Donc voilà, on essaie de passer Ah, par les filières parce que le but, les filières sont là pour représenter justement les régions au niveau de la logistique, c'est eux qui connaissent le mieux de terrain et qui rassemblent aussi les entreprises. Donc voilà, on essaie de faire ça intelligemment et en lien toujours avec les différentes filières. Donc on est aussi en discussion avec Bretagne Supply Chain, avec Tenblock dans le sud de partie de Toulouse de la France. Voilà, on va essayer de passer comme ça plutôt que de faire ça en solitaire. c'est une bonne idée, c'est une bonne idée. Nous, comme on n'est pas concurrent en tant qu'association, on est ravis de vous ouvrir la porte, puisque c'est un label qui est quand même assez puissant, je pense, pour les entreprises. On a des questions qui sont arrivées au fur et à mesure. Donc, on a Julie qui nous a posé une question sur les entrepôts, mais cette fois les entrepôts de type industriel. Alors, donc, eux, ils font de la logistique, mais elle est dédiée généralement à leur outil de production. Est-ce que vous avez déjà une expérience sur ce type d'entreprise? Et si oui, bah, qu'est-ce qui les a poussés, eux, ces entreprises industrielles, pour leur logistique d'entreposage, à se labelliser? Question dure. Alors, Bruno, est-ce que dans tes suivis, parce que c'est vrai que du coup, on a Cécile, alors je ne sais pas si elle nous entend et si elle peut intervenir, parce que du coup, elle a suivi une partie des entreprises et Bruno une autre partie des entreprises. Donc, Mais Cécile a je n'ai pas écrit. eu ce qui me concerne dans le suivi et de la labellisation sur l'entrepôt industriel à proprement parler. La seule chose que je pourrais vous dire, c'est qu'il y a malgré tout, dans les accompagnements que j'ai pu mener, des groupes ont pu être accompagnés, hein, comme des gens comme Cifrigo, même le groupe Bolloré, avec des interlocuteurs qui ont trouvé dans le label un moyen de bénéficier d'une évaluation indépendante, hein, pour des acteurs de cette taille-là. Alors, ils étaient déjà plus ou moins structurés, donc c'était quand même pour eux assez important d'avoir un outil de management, un outil de pilotage, mais c'était aussi l'occasion pour des entreprises d'une certaine taille de bénéficier d'une évaluation indépendante qui vise un petit peu leur pratique. Et puis, ils étaient malgré tout assez sensibles à la possibilité de bénéficier d'une reconnaissance soutenue par la filière et par les pouvoirs publics. Alors, ça, c'est quand même quelque chose qui les motive pas mal. Très bien, bah merci Bruno pour la clarté de la réponse. On a une autre question. En attendant, n'hésitez pas à mettre vos questions. On a une autre question sur le nombre de consultants. Moi, enfin, depuis le début, j'ai l'impression que vous êtes deux, Bruno et Cécile, qui êtes sur le label, sur ce label 6PL. Tout à fait. Donc, il y a bien deux consultants actuellement. Alors, juste, je reviens sur la question d'avant. Il me semble que Cécile a réagi dans la conversation et elle dit qu'elle a accompagné EPH En thermoformage. thermoformage pour leur entrepôt. Donc, Voilà, bah, effectivement, il y a bien eu. si elle continue à la main, elle peut nous dire bah, qu'est-ce qui les a motivés, justement, EPH, hein, une entreprise de thermoformage, pour labelliser leur entrepôt. Il y a une autre question. Sur le nombre de consultants, j'imagine que effectivement, comme c'était basé sur la Normandie essentiellement, deux consultants pour l'ensemble des Île-de-France. entrepôts étaient suffisants. Demain, la question va se poser sur, vous allez voir Tenlog, Bretagne Supply Chain, Alpes Supply Chain, vous étendez sur le territoire. Est-ce que Bruno et Cécile
peuvent gérer l'ensemble de ce volume-là. Alors, justement, c'est une discussion qu'on a eue et c'est un point à soulever, effectivement. Donc, dans un premier temps, selon le nombre d'entreprises qui voudront s'engager, on pourra commencer avec Bruno et Cécile. C'est quand le nombre va vraiment gonfler. Là, on a la possibilité de former des consultants. Alors, Cécile, qui, du coup, je sais pas si elle pourrait intervenir là-dessus aussi, mais donc, qui est disponible pour former, en fait, justement, des consultants. Et donc le but, on avait aussi imaginé, c'était de se rapprocher à nouveau des filières pour voir si au sein des filières, directement, il y avait potentiellement des consultants qui pouvaient être formés pour être au plus proche aussi du terrain. Et donc à Nous, l'avenir, le but, nous, c'est d'avoir plus de consultants, en fait. bon, bah, nous, on aime bien Bruno, on aime bien Cécile, hein, ils seront bienvenus dans notre territoire, bien évidemment. Et puis, bah, s'il y a d'autres consultants, c'est-à-dire que le label fonctionnera, donc c'est bien. Enfin, ça ira dans le bon sens. On a une autre question parce qu'il y a des entreprises qui sont engagées dans d'autres démarches de type, par exemple, Ecovadis. Et quand on est engagé dans Ecovadis, est-ce qu'on a des chances d'avoir une bonne note sur le label? Est-ce que ça joue? Ça, si je peux me permettre, ça joue forcément, puisque, encore une fois, EcoVadis, c'est aussi une évaluation qui est alignée sur les principes de l'ISO 26000 en majorité, hein, avec un fort degré d'exigence, notamment en matière de mécanismes de preuve. Donc, il y a des convergences qui sont évidentes. Les forces, si vous me passez cette confidence-là du label 6PL, c'est, sans jeter de fleurs à Cécile et à moi-même, c'est que derrière, vous avez de l'humain. Quand vous faites une évaluation EcoVadis, c'est généralement géré dans le maximum du temps, dans le maximum des cas, de façon complètement digitalisée, et c'est désormais complètement analysé par IA, là où le but d'un label comme Cispel, avec le processus d'accompagnement qui est prévu par LSN, c'est justement d'être dans l'accompagnement technique de l'entreprise, d'être dans la priorisation des actions et pas dans l'automaticité absolue de réponse à une grille d'analyse IA telle que prévoit Ecovadis. Et donc, il y a de l'humain derrière. Et l'humain, de vous à moi, ça reste encore, dans mon esprit, aussi ce qui est le plus important. Mais il y a Oui, parce forcément que une convergence. Mm. Oui, parce que à un moment, dans le label 6PL, bon, il y a trois critères, hein, trois évaluations. L'objectif, c'est quand même de progresser. Donc, on peut pas Bien sûr. progresser seulement en regardant des chiffres. À un moment, ça peut être la valeur ajoutée du consultant, c'est d'amener des progressions pour passer d'un niveau. Là, je reprends le PDCA. Si on est sur le P, bah, c'est de Mm. passer au D, de pas aller viser trop loin pour monter progressivement, puisque c'est vrai que si on se met tout à A, bah, en fait, ça devient inaccessible. Oui, d'accord. Oui, d'accord. Et puis là où il y a une convergence aussi avec Ecovalis, c'est qu'Ecovalis attribue également des médailles, bronze, argent, or, platinium, dans mon esprit, pour en accompagner quelques-unes des entreprises sur Ecovalis. Donc on est sur ce schéma-là. Bon, voilà, on a aussi ce système de cotation, hein. Donc j'imagine une entreprise étant bien notée sur Ecovalis en bronze, en argent, de ne pas décrocher le label 6PL, ça me semblerait quand même très très étonnant. Alors, c'est qu'il y a des D'accord. choses qui m'échappent. Voilà. Et après, la dernière question, c'était est-ce que les critères sont vraiment différents? Et on y a un peu répondu au début parce que on axe quand même sur la logistique. Donc, il y a plein de sujets qui sont purement logistiques où on va sortir bah, des sujets plus globaux d'une entreprise qui pourrait même Oui, ne pas être dans le monde de la production ni de la logistique, hein, parce qu'il y a des entreprises oui, Equadis qui sont des entreprises de conseil. oui, tout à fait. Alors, quand vous soumettez une évaluation EcoVadis, vous précisez quand même quel est votre secteur d'activité, votre taille, etc. Et le référentiel mouline un petit peu tout seul et sélectionne quand même un certain nombre de questions qui ne sont pas thématiquement posées à tous les secteurs d'activité. Pour autant, la grande force du label 6PL, c'est que c'est un label sectoriel avec des questions qui sont spécifiques, qui vont donc vous parler, mais qui vont aussi parler du coup à vos clients, à vos donneurs d'ordre et qui seront plus, à mon sens, plus lisibles. Ouais, puis plus fine. Dans tous les cas, Ouais. on a vu à la fin qu'il y avait quand même des avantages à y aller. Et comme ça l'a été démontré, c'est pas une contrainte.
Mais une vraie opportunité, si on prend les 5, 6 avantages qui ont été démontrés à la fin, accès à des appels d'offres, c'est quand même pas mal. Travailler sa réputation, que des talents puissent être repérés, enfin puissent repérer l'entreprise. Et puis le dernier point, bah, c'est gagner de l'argent aussi. Ça, j'ai bien aimé parce que il y a des économies à faire dans les entreprises et parfois ça passe par des éléments qui sont pas forcément pris en compte sur les opérations de la chaîne de valeur de l'entreprise. Donc, s'il n'y a plus de questions, donc on a eu plein d'éléments, je vous remercie. Alors si le dernier point là, c'est Cécile qui, pour EPH, nous dit, bah, elle, c'était la crédibilité auprès de leurs clients. Voilà, Ouais. c'est ce que c'est ce qu'une entreprise industrielle recherchait vis-à-vis de ses propres clients. Donc voilà, ça c'est des atouts qu'on peut faire valoir pendant les appels d'offres, hein, qu'on soit d'un côté ou l'autre, qu'on achète ou qu'on vend. Ça permet quand même de montrer des signes plutôt intéressants pour dans la future relation commerciale, parce qu'on est quand même dans le durable. Et la relation commerciale, c'est s'engager avec des gens pour travailler sur le long terme. Si c'est pour faire un one shot, bah ça joue pas. Enfin, D'accord. ça répond à des objectifs de long terme. Bon, en tous les cas, moi je voulais vous remercier, Anthony, Bruno, puisque le webinaire était très clair. On a eu de l'expertise. On a découvert quelque chose qu'on ne connaissait pas. Donc ça répond à tous les critères de ce qu'on veut partager au sein de l'association. Voilà, c'est parfait pour ce type de webinaire. Maintenant, on va passer à l'autre étape. On va essayer de partager ces éléments à nos adhérents, à la communauté avec notre liste de diffusion sur nos newsletters sur LinkedIn pour qu'on puisse bah, s'emparer du sujet et voir si en Rhône-Alpes, bah, on pourrait pas progresser sur ces aspects-là, même si on est déjà très fort hein, en Rhône-Alpes, mais on peut être encore plus fort grâce à ce label. On l'espère en tout cas, c'est aussi l'objectif et on pourra justement essayer de se challenger entre régions aussi, ça peut être intéressant. D'accord, donc pour tous ceux qui ont participé, je te remercie Anthony, pour tous ceux qui ont participé, donc on vous envoie la présentation, on vous envoie les coordonnées de Bruno, de Cécile, de Anthony, vous pouvez les joindre librement, n'hésitez pas, vous avez certainement d'autres questions que vous n'avez pas forcément souhaité poser lors du webinaire, ils seront à votre disposition j'imagine, et ils vont se rendre disponibles. Et voilà, ça fera toujours du contact et vous pourrez aller un peu plus loin avec eux. Donc, il me reste plus qu'à remercier aussi les participants. Merci pour vos questions, merci pour votre présence, et puis merci aussi pour relayer cette information autour de vous. C'est une information qui était pertinente. Et puis, on vous donne rendez-vous sur la suite de notre aventure associative, notamment notre rendez-vous du 21 janvier où on fait une conférence sur l'IA, sur des cas concrets en supply chain à Lyon. Il y a déjà 163 participants à date. Donc on pense qu'on aura un événement avec 250 personnes, on imagine. Donc un bon moment de rencontre sur Lyon. N'hésitez pas à vous inscrire, à venir. Ce sera un plaisir de vous rencontrer en physique cette fois-là. Merci beaucoup Jean-Baptiste pour l'organisation et merci à Un tous vrai pour votre plaisir. présence. Merci. Donc je vais mettre Bonne un... fête de fin d'année à tous. Oui, oui, merci Bruno. C'est notre dernier webinaire de l'année, donc on peut le dire à tout le monde. Bonne fête de fin d'année, finissez bien l'année, faites du chiffre, et puis reposez-vous et ça va repartir en début d'année. Merci, bonne journée à tout le Bonne monde. journée. Merci, au revoir.